Alors, je voudrais, avant de commencer, faire quelques remerciements, parce que je crois que c'est très important, parce que tout ce programme n'aurait pas pu avoir lieu sans le fait que certaines personnes ont vraiment apporté énormément. Alors, tout d'abord, Stéphanie Combe, qui, comme vous le savez, quand elle a une idée en tête, ne lâche rien, et s'il n'y avait pas eu Stéphanie Combe, il n'y aurait pas eu de projet Unibas, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un peu pareil au niveau d'Unicancer, quand on arrive à les convaincre, et notamment sa directrice générale, Sophie Beaupère, c'est pareil. Toutes les équipes après suivent, toutes les équipes d'Unicancer. Et puis maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir comme partenaire la Ligue, et je remercie Monsieur le Président et aussi Iris qui a beaucoup œuvré. Et je n'oublie pas aussi le jury qui passe du temps à lire les projets, à les analyser, notamment son président Bernard Hamelin qui a cette année présidé le jury. Et je tenais à te remercier. Alors, je vais donc vous raconter une histoire. L'histoire, c'est la genèse du programme Unibase. Et en fait, cette histoire que je peux raconter, en fait, il y a beaucoup de protagonistes qui ont participé à cette histoire. Depuis 4 années, nous avons énormément appris. Nous avons énormément appris et pourtant, il reste des choses à faire. Et notamment, ce qu'a dit Stéphanie est très important, c'est qu'il faut aller plus vite, il faut industrialiser, il faut mutualiser. Et c'est ça que je vais essayer d'illustrer devant vous en vous racontant une histoire, parce que c'est une histoire. Alors, je vais d'abord vous parler de 3 projets, parce qu'en fait, c'est né à partir de 3 projets. Puis à partir de ces 3 projets-là, on a eu l'idée de lancer le programme Unibase. Et puis, comment on passe des programmes Unibase à ce qu'on appelle aujourd'hui les entrepreneurs de santé hospitaliers. Et vous verrez qu'il y a un continuum très fort entre les projets cliniques, de recherche clinique, et les entrepreneurs de santé. Alors, les 3 projets, le premier, c'est le projet d'Asto. Alors, le projet d'Asto est né dans un des centres qui s'occupe de cancer. Pourquoi? Parce que la maladie thromboembolique veineuse est un sujet qui embarrasse énormément les cancérologues parce que ça touche 15% des patients, parce que c'est la 2e cause de mortalité par cancer après le cancer, et que lorsque ces maladies surviennent, eh bien, c'est très ennuyeux pour les patients, ça demande des traitements longs, parfois des traitements par voie injectable, et donc c'est un vrai sujet, et puis en plus, on ne sait pas forcément toujours quand est-ce qu'il faut anticiper ces traitements et donc prévenir cette maladie thromboembolique. Le problème, c'est que cette maladie, elle survient en dehors des centres qui prennent les patients en charge, elles viennent en ville, elles surviennent éventuellement dans d'autres hôpitaux. Et les épisodes de soins d'embolie pulmonaire, par exemple, sont parfois notés dans les dossiers médicaux. Alors, par exemple, sur la population qui avait étudié à l'Institut Curie depuis l'année 2000, donc près de 100 000 patients, vous voyez que on a les données structurées qui concernent la tumeur, les traitements, mais ce qui concerne la maladie thromboembolique, en fait, c'est en ville. Et dans 7% des cas, 8% presque, on le retrouve dans les comptes rendus médicaux réalisés au niveau de l'hôpital, mais très souvent, c'est des comptes rendus qui sont externes qu'on récupère sous format PDF. Donc on voit bien qu'en faisant ça, on a des résultats qui peuvent paraître très intéressants. Par exemple, lorsqu'on regarde les localisations tumorales les plus à risque et qu'on compare avec les données de la littérature, on retrouve les données de la littérature et on met en évidence d'autres types de tumeurs qui ne sont pas considérées comme des tumeurs à haut risque. J'ai donné simplement 3 exemples. Le mésothéliome, qui n'est pas considéré comme une tumeur à risque dans les publications internationales, le myélome et les tumeurs du rein. Par exemple, si on regarde le pancréas, qui lui est très connu comme étant source de maladie thromboembolique veineuse, il y a une publication assez récente de 2019 qui retrouvait presque 21% des cas, et dans notre analyse de données en vie réelle sur nos 100 000 patients, on retrouve 25% des cas, donc on retrouve des choses qui sont assez semblables. Donc ça nous paraissait très intéressant. Quand on a regardé l'effet des médications sur la maladie thromboembolique, on sait que c'est connu. Par exemple, on sait que les hormonothérapies sont susceptibles de provoquer des maladies thromboemboliques veineuses. Et là, on a trouvé quelque chose qui est tout à fait bizarre, puisque on sait que le tamoxifène, par exemple, peut provoquer des maladies thromboemboliques, et c'est pour ça qu'on donne, lorsqu'il y a un antécédent d'embolie pulmonaire, par exemple, on donne plutôt des anti-aromatases. Sauf que quand on regarde tout ça, et qu'on n'a pas une information très précise sur la date à laquelle on a donné le médicament, eh bien on se retrouve avec un biais, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de maladies thromboemboliques sous anti-aromatase que sous tamoxifène. Pourquoi?
parce que quand les patients ont un antécédent d'embolie pulmonaire, on les met sous anti-aromatase. Donc il y a un lien, et donc c'est évidemment un biais. Alors là, c'est assez facile de retrouver le biais, puis par contre, on a retrouvé quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est la partie basse. Alors vous ne voyez pas très bien parce que c'est marqué, c'est un peu flou, on ne voit pas très bien. Médicaments relaxant les vaisseaux sanguins du pénis, ça vous dit quelque chose là. Et notamment, il y a un médicament, alors le sildenafil, peut-être que ça vous dit rien parce que c'est le déci. Mais si je vous dis que c'est une pilule bleue, peut-être que ça vous parle plus. Et là, on ne retrouve 0 cas de maladie thromboembolique chez les patients qui prennent cette fameuse pilule bleue. Alors, quand on sait le mécanisme d'action, on peut se poser des questions. Vous savez que ces médicaments ont été découverts parce qu'on cherchait, Pfizer cherchait un médicament efficace contre l'angine de poitrine, et donc un médicament qui était susceptible de provoquer une vasodilatation, une vénodilatation, et ce qui permet au niveau du cœur, par exemple, de diminuer la précharge, et donc c'est un peu l'effet de la trinitrine que vous prenez quand vous avez une angine de poitrine. Sauf qu'un des effets secondaires que vous connaissez, c'est des troubles au niveau de l'érection, et finalement, le laboratoire a décidé de changer l'indication, et au lieu de le donner dans l'angine de poitrine, il l'a donné dans les troubles de l'érection. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement, c'est pas un effet inattendu du Viagra pour prévenir la maladie thromboembolique veineuse? Alors, c'est peut-être un biais. Hein. Alors, vous dire que c'est grâce à cause de ça qu'on a monté le projet d'Asto dans la première AMI, ça serait exagéré, parce que c'est pas le seul médicament qui nous pose problème. Mais on voit bien que les médicaments ne sont pas connus par les médecins hospitaliers. Par contre, ils sont connus évidemment du SNDS, et d'où l'idée de cette étude. D'abord, c'est une étude monocentrique, donc on sait que les résultats sont très difficiles à publier, pas extrapolables, et qu'il faut absolument faire un lien entre les données de l'hôpital et les données de la ville, et notamment, 1, les communications, et 2, les comorbidités. D'où l'exemple du projet Unibase, qui est actuellement en cours, puisque c'était la première vague, qui sollicite 4 établissements avec un appariement avec le données du SNDS. Donc, voilà une première expérience qui a été faite en monocentrique et qui a conduit les responsables de l'étude à proposer ce projet pour l'AMI VAC 1, qui a été retenu comme étant financé dans le cadre de l'AMI VAC 1. Deuxième projet, là, c'était l'appel à projet numéro 1 du Health Data Hub, donc au tout début du Health Data Hub. Et l'objectif de ce projet était d'essayer d'identifier les meilleurs schémas thérapeutiques dans le traitement des sarcomes. Alors, comme vous le savez, la base du traitement des sarcomes, c'est la chirurgie, et on ne sait toujours pas l'impact qu'a la chimiothérapie adjuvante ou néadjuvante sur la survie des patients atteints de cancer de sarcome. Donc, il existe une base qui est avec les données qui sont disponibles, plus de 30 000 patients, la base NetSarc, et l'objectif, c'était de l'apparier avec les données du SNDS, donc le SNIRAM, le CPDC, le PMSI, de croiser ces bases, et pour ces patients, donc tous âges, tout type de sarcome, traités entre 2010 et 2017, opérés, quel est l'impact sur la survie donc de la chimiothérapie. Alors, on peut faire un premier retour d'expérience. La première chose, c'est qu'on peut dire que les résultats sont attendus dans quelques semaines. Donc, on aura peut-être la réponse à cette question qu'on se pose depuis des années. Je ne sais pas si c'est des dizaines d'années, mais en tout cas, on se la posait déjà quand j'ai commencé la cancérologie, donc ça fait déjà, ça compte en dizaines d'années, sur l'impact de la chimiothérapie adjuvante dans le traitement des sarcomes. On aura peut-être la réponse grâce à ça. Mais rappelons les dates clés. Premier appel à projet janvier 2019. La réponse a été obtenue très rapidement. L'avis du CESRET a été obtenu assez rapidement. Après, il a fallu 1 an pour avoir l'accord de la CNIL, et puis après, il a fallu 1 an pour apparier avec les données du SNDS. Donc ça paraît long, c'est long, mais cette expérience-là va nous servir pour améliorer, non seulement bien sûr les délais, mais tous les problèmes qu'on a rencontrés. Alors, ils sont multiples. Hein. Dès l'écriture du protocole, il y a des problèmes. Il y a un enjeu de sécurité, il faut savoir cloisonner les données. L'impariement indirect qui était nécessaire à cause du fait que c'était une cohorte multi-hospitalière pose énormément de problèmes, et donc on a aussi beaucoup appris. Et puis, il y a besoin absolument d'une expertise
des personnes qui connaissent ce qu'il y a dans les SNDS pour pouvoir travailler sur ce sujet d'appariement avec ces données qui sont très très riches, mais sur lesquelles il faut avoir une vraie expérience pour pouvoir en tirer tout le bénéfice. Troisième exemple, alors c'est une histoire que je connais bien, voilà, ça débute en 2015. C'est un patient qui se présente aux urgences sur un brancard, il a 70 ans, pourquoi il se présente sur un brancard? Parce qu'il a des métastases osseuses très algiques. Très vite, on fait le diagnostic d'adénocarcinome, avec une mutation au niveau du gène de l'EGFR sur l'exon 19. On débute, après une radiothérapie visantalgique, un traitement par erlotinib. Il est en rémission complète, il récidive sous la forme d'une métastase surrénalienne. On reprélève, on trouve la mutation de résistance, on le met sous un traitement qui contourne cette mutation de résistance, et quelques années après, il envoie de temps en temps son bilan hépatique, mais surtout des photos, parce qu'il a repris ses vols en ULM. Je vous rappelle qu'il est arrivé sur un brancard. Sauf que, vous avez des patients qui ont le même cancer, qui ont la même mutation, qui ont le même traitement. Certains vont vivre pendant 5 ans avec un comprimé par jour, d'autres vont répondre et vont aller bien pendant 12 à 16 mois, et puis vont récidiver, et d'autres vont absolument pas répondre au traitement. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que des grandes cohortes de patients, lorsqu'elles on utilise des données, par exemple d'imagerie médicale, et notamment de TEP, peuvent nous permettre de mieux prédire, et plutôt que de donner un traitement inefficace, d'orienter immédiatement le traitement, par exemple, vers une chimiothérapie. Et surtout, c'est à partir de cette cohorte de proposer des traitements, des protocoles, des projets ancillaires, par exemple, pour reséquencer les très bons répondeurs versus les non-répondeurs, par exemple, pour rescanner les lames pour voir quelle est la différence sur le plan pathologique. En gros, la constitution, parce que finalement, c'est une maladie rare, c'est un cancer rare. Et donc, pour faire ça, eh bien, il faut réunir sur 10 années, 9 centres, pour pouvoir répondre à cette question. Donc ça, c'est le projet qui a un peu initié l'histoire d'Unibase en disant, pour construire tout ça, c'est long, c'est compliqué. Il faut récupérer les images, il faut s'apparier avec le du SNDS pour avoir la survie, et à chaque fois, s'il faut refaire tout depuis le début, c'est trop long, c'est trop compliqué. Surtout, c'est ce qu'a dit Stéphane au départ, tenir compte de notre expérience, ne pas repartir de zéro à chaque projet. D'abord parce qu'on voit que les conventions sont nécessaires, le délai pour l'obtention de toutes les conventions, c'est anormalement élevé. Quand la cohorte n'est pas préexistante, il faut parfois saisir les données avec un ICRF et des ARC, et puis c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne trouve pas toujours les ressources humaines nécessaires pour le faire. L'appariement direct, c'est pas si simple. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de l'appariement direct qui est compliqué, mais l'appariement direct, c'est pas simple non plus. Et puis, ça a l'air simple, hein, les images sont dans le PACS, on pense qu'on va pouvoir les récupérer facilement, ben non, c'est pas facile. Et donc là aussi, il faut pouvoir industrialiser le système. Et enfin, c'est bien beau de dire qu'on veut s'apparier avec le SNDS, mais les médecins, en gros, ils savent ce que c'est que le SNDS, hein. CPDC, ils connaissent, SNDS, ils ont une petite, enfin, le SNIRAM, ils ont une petite idée. Oui, il faut une vraie expertise pour pouvoir vraiment l'utiliser. Ben à partir de l'exemple de ces 3 projets, est née l'histoire du programme Unibase. Et Unibase, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut absolument industrialiser, tenir compte de toute cette expérience pour pouvoir lancer des projets. Alors, le programme Unibase, c'est quoi? Ben, l'objectif, c'est de réaliser des études multicentriques à partir d'un grand volume de données issues de la vie réelle pour répondre à des questions scientifiques majeures à laquelle on ne peut pas répondre autrement. Donc, ça permet de créer un catalogue de bases de référence en cancérologie pour permettre des recherches collaboratives. C'était ça au début l'objectif du programme Unibase, c'est toujours ça l'objectif du programme Unibase. Alors au début, on avait une idée qui était de construire un truc. Aujourd'hui, on appellerait ça un entrepôt de données de santé. Mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Donc, on partait des sources de données du système d'information. Ceux qui avaient consort, on les rangeait dans consort. Ceux qui l'avaient pas, ils l'avaient pas. On contrôlait la qualité de tout ça, et puis on l'envoyait au niveau du SLDS. Alors qu'on a proposé ça au Health Data Hub, et le Health Data Hub nous a dit, ouais d'accord, mais vous construisez des outils, de l'informatique, tout ça, mais nous, ce qu'on veut,
C'est pour ça qu'on l'a fait, le HDH. C'est pour avoir des données, pour que ça réponde à des questions scientifiques, c'est pour qu'on puisse partager ces données. Et donc finalement, on a changé notre idée en disant, bon, ok, vous ne financez pas le socle, la structure informatique, vous financez les projets. Et c'est ça sur lequel nous discutons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont financés. Alors, la première vague, donc l'année dernière, 3 projets ont été financés sur 15 qui ont été discutés, 10 ont été déposés. Le projet d'Asto dont j'ai parlé, c'était au départ une étude monocentrique qui montrait soit des biais, soit des découvertes. Il se peut que finalement on ait trouvé une nouvelle indication pour certains médicaments. Donc ça a passé le CESRES, c'est en cours, le projet va être déposé à la CNIL. Réalégiste, c'est un projet qui concerne les tumeurs rares de l'estomac, qui sont ce qu'on appelle les gystes, donc les sarcomes gastro-intestinaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs au niveau de l'estomac. Et puis le projet ISIS, qui est un projet plus ambitieux, qui consiste à regarder l'impact sur la fertilité, la grossesse, l'accouchement et l'enfant après traitement du cancer du sein. Donc c'est un projet qui est ambitieux, mais à laquelle on doit pouvoir répondre. Donc l'objectif, c'est de capitaliser, c'est d'industrialiser. On ne peut pas, à chaque fois qu'un médecin a une idée, recommencer de zéro. En gros, j'ai envie de dire, si vous devez recommencer de zéro, surtout n'y allez pas. C'est terrible. Et donc l'objectif, c'est, à partir de toute cette expérience, de capitaliser, d'industrialiser, d'automatiser le plus possible pour aller le plus vite au résultat. 4 ans pour avoir la réponse à une question, c'est trop long. Il faut 1 an. Bon, déjà, si on gagnait 1 an, 2 ans, ce serait pas mal. Disons qu'il faut 2 ans, quoi. Il ne faut pas 4 ans. Et ça, c'est l'enjeu du programme Unibase à laquelle nous devons nous astreindre. Il faut donc mutualiser les outils, les coûts, les projets, donc finalement construire progressivement nos ODS. C'était ça au départ l'idée du projet Unibase. C'était qu'en nous obligeant à récupérer des données par consort, on allait améliorer l'outil. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, il faut mettre en place le circuit des données, par exemple le problème de l'appariement, qu'il soit direct ou indirect, pouvoir regrouper les données, les archiver, les centraliser, et tous les aspects de type juridique, je me retourne vers Carole, réglementaire, etc. En gros, il faut capitaliser. Il ne faut pas refaire tout depuis le début. Une convention, elle existe, vous la signez, vous avez décidé que vous êtes financé sur un projet, vous la signez, c'est terminé. On ne rediscute pas les conventions à chaque fois. C'est pas possible. Dès que le projet, n'est-ce pas, Carole? Dès que le projet est validé, que tout le monde est d'accord, on signe. Le CESRES, c'est plus facile, quoique construire un dossier pour le CESRES, c'est pas si évident que ça. Donc là, il faut aussi capitaliser. Quant à la CNIL, je passe très vite, mais évidemment, là aussi, si un dossier a été présenté à la CNIL et il a été accepté, en gros, il faut représenter de la même façon le circuit des données, par exemple, et tout ce qui concerne l'AIPD, l'analyse de risque, les homologations, etc. Et puis si on construisait un EDS, finalement, l'idée qu'on avait au départ, il se trouve que, et Stéphanie l'a dit aussi, les choses ont finalement avancé et il y a eu donc un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement et qui sera financé en partie par BPI France, qui consiste à mettre en œuvre en France, dans les CHU, et pas seulement dans les CHU, des entrepôts de données hospitaliers. Et donc, les CHU ont répondu, Unicancer a répondu, la première vague a été... Les résultats ont été d'ailleurs annoncés dans cette salle il y a quelques semaines. Et donc, Unicancer a déposé un projet qui s'appelle OncoDS, et qui va être financé, et qui va aller dans le sens de ce qu'on est en train de construire avec Unibase. Alors, c'est quoi les entrepôts de données hospitaliers? L'objectif, c'est qu'à partir de nos systèmes d'information hospitaliers, on récupère les données structurées ou non structurées, les images, et qu'on les intègre dans un modèle unique, commun, de représentation du cancer. Si on met tout en vrac, c'est inexploitable. Donc, il faut un modèle de données. L'idée, c'est que dans chaque centre, dans chaque hôpital, CHU, hôpital général, ESPIC, donc adapté à tous les systèmes d'information hospitaliers, qu'on puisse intégrer des données cliniques, des images, des données génomiques, ou au moins les résultats des analyses, tout ce qui concerne le traitement, le suivi à long terme, etc.
Tout ça devant reposer sur des standards internationaux pour permettre l'interopérabilité, c'est en gros l'échange de données, le partage de données, pour pouvoir mettre en place des projets multicentriques, avec un point qui est absolument majeur, c'est de pouvoir mesurer la qualité des données qui sont extraites de façon automatique. Donc, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que tout ça doit être alimenté de façon automatique par rapport à une saisie manuelle dans un CRF. Ça doit être constamment à jour, c'est-à-dire que à partir du moment où la donnée existe dans le système d'information, il faut qu'elle soit répertoriée dans l'EDS, alors que quand vous faites la saisie manuelle, le lendemain de la saisie peut arriver un événement et la base de données n'est plus à jour, donc la mise à jour automatique est fondamentale. Et ça doit servir à tout, aux soins, je vais y revenir, à la recherche multicentrique, je vais y revenir également. Alors on sait que on a un sujet concernant les données qui sont dans les dossiers médicaux, qui ne sont pas structurés, qui sont dans le compte rendu, oui, que le traitement automatique du langage naturel a fait d'immenses progrès. Et donc, oui, on peut aujourd'hui structurer automatiquement l'information à partir des comptes rendus. L'objectif, c'est que ces données soient conservées dans le temps, non seulement les données structurées, issues des comptes rendus et des données structurées des hôpitaux, mais aussi les images, parce que l'imagerie radiologique ou les lames virtuelles vont constituer, en matière d'intelligence artificielle, un apport probablement très important, qui a déjà commencé. Alors, d'abord, on construit un EDS pour soi, pas pour les projets multicentriques. Et ça aussi, je vais y revenir parce que c'est très important. L'objectif, c'est de pouvoir faire, bien sûr, des études de données en vie réelle ou de participer à des projets, par exemple, d'apprentissage fédéré avec des structures, qu'elles soient académiques, industrielles ou des startups, pour tester des outils d'apprentissage machine qui permettent de prédire, qui permettent de faire un diagnostic plus rapide. Et donc, la question, c'est l'utilisation de ces entrepôts pour les soins. Quand on parle de structuration automatique des textes, ça veut dire que, par exemple, on serait capable de faire une fiche d'identité de la tumeur structurée sans aller piocher dans tous les comptes rendus pour essayer en RCP, par exemple, de dire, voilà, le patient, il a tel type de tumeur, tel stade, tel traitement, etc., pour évidemment aller plus vite. Ça permet aussi parfois ça peut permettre de faire un prescreening pour les essais cliniques, et puis surtout, d'imaginer toutes les solutions qui sont aujourd'hui encore dans les laboratoires, dans les laboratoires de recherche, dans les startups, qui innovent en matière d'IA. Mais si ça reste à ce niveau-là, si ce n'est pas utilisable en clinique, évidemment, ça a un intérêt tout à fait limité. Donc, il faut que ça rentre dans le processus de soins. Et une façon de rentrer dans le processus de soins, c'est non pas l'avoir dans des machines embarquées, par exemple les scanners, qui peuvent faire l'analyse automatique d'images, mais de structurer toute l'information qui viennent des scanners, qui viennent des lames d'anapathe, des données cliniques, des données génomiques. Alors, je ne sais pas si simple que ça. Alors, effectivement, il y a une coquille, donc il y a 2H, système d'information hospitalier. Carole, tu voulais relire, mais que Capot, tu aurais dû. Ah non, ça a disparu. C'était donc. Alors, ah non, ça n'a pas disparu. Donc, il y a autant de systèmes d'information hospitaliers différents que d'hôpitaux. Il y a autant de logiciels possibles, inimaginables. Il paraît qu'il y en a des centaines à la paix. En tout cas, probablement une cinquantaine par établissement. De toute façon, ils sont tous paramétrés de façon différente. Et il n'est pas question de demander aux médecins de les paramétrer de la même façon. C'est illusoire. Et même s'ils le paramètrent de la même façon, ils n'utilisent pas toujours les mêmes référentiels. Ça, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire autant de EDS qu'on a de systèmes d'information, donc un EDS par hôpital, avec des choix technologiques différents, non exploitables, non interopérables, en multipliant les coûts. Et donc là aussi, en termes d'EDS, si on sait mutualiser, évidemment, c'est ça qui va nous permettre de réaliser des études multicentriques. C'est ça le problème. Les données ne sont pas exploitables si on ne les transforme pas dans un modèle unique avec des formats uniques. Donc ça veut dire qu'il faut les structurer avec des référentiels reconnus. Et là, ce qui est discuté par les spécialistes de l'interopérabilité, c'est ce qui est écrit en bas, Homov, Fire, Osiris, MCOS, Nomad et bien sûr beaucoup d'autres. Alors, on s'est arrêté en cancérologie après une longue réflexion sur le modèle Osiris-RWD. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir un modèle interopérable, mais adapté aux données de la cancérologie.
basé sur un minimum dataset, clinique, radiothérapie, imagerie. C'est un modèle qui a déjà été mis en place par l'INCa, mais adapté aux essais cliniques, donc c'est pour l'adapter aux données de la vie réelle, non propriétaire, certains disent open source, avec une alimentation automatique et puis utilisable par d'autres en utilisant, alors dans une boucle fermée, le système Fire ou pour le partage, notamment avec des structures qui utilisent HOMOP comme structure générique qui permet l'interopérabilité pour pouvoir l'intégrer, donc un modèle plus générique. Point essentiel, j'en ai dit un mot, la qualité des données. Ce qui sort automatiquement de nos systèmes d'information hospitaliers doit être contrôlé, surtout si on veut faire de la recherche et émettre des hypothèses à partir de ces données. Donc il faut considérer que ce point est absolument fondamental. Il faut donc définir ce que c'est, ce qu'on entend par qualité. Est-ce que c'est la complétude? Est-ce que c'est de l'exactitude? Il faut définir les objectifs à atteindre, les mesurer et mettre en place, bien sûr, des mesures correctes. Donc il faut définir un plan d'assurance qualité. Et dans les projets qui vont être donc financés, ce point doit absolument être mis en évidence, en avant, parce que c'est un point fondamental. Les images. Ça paraît simple puisque les données sont dans les PACS, c'est numérisé, il y a une norme d'ICOM qui est utilisable par tous les constructeurs. OK, une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple. Et puis qu'est-ce qu'on entend par image? Bien sûr, il y a les images radiologiques, de médecine nucléaire. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, je peux le dire avant l'annonce des résultats, je crois, 2 voire 3 projets qui vont utiliser des images. Mais il y a aussi les lames virtuelles sur lesquelles, évidemment, il y aura beaucoup de travaux à réaliser. Le traitement automatique du langage. Je suis dans les temps. Oui. Alors c'est un vieux débat qui existe depuis toujours. Est-ce qu'il faut coder à la source ou est-ce qu'il ne faut pas coder à la source? Quand on peut coder à la source, c'est parfois mieux. En sachant que quand on code à la source, le risque, c'est quand même une perte d'informations, c'est l'effet codage, le codage n'est pas forcément de qualité, c'est pas si évident que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que le traitement automatique du langage naturel a fait des progrès considérables. Je ne citerai pas des outils qui sont actuellement à notre disposition sur Internet, mais oui, on peut faire des choses absolument incroyables avec un taux de qualité qui est égal, voire supérieur à un codage manuel, à condition de pouvoir le mesurer. Et puis l'avantage, évidemment, c'est que c'est le grande échelle, quoi. C'est-à-dire que quand on a une maladie rare, et je sais que dans les projets qui sont tenus, il y a des cancers rares, on peut imaginer une saisie à la source, soit par des médecins, soit par des ARC, avec un contrôle de qualité au niveau de ces ICRF, comme on fait un peu dans les études de recherche clinique ou dans les études de médicaments. C'est possible quand on a une maladie rare, mais quand on a des grands volumes de données, ça devient impossible, et surtout, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour automatique. Donc on voit bien que le codage automatique à grande échelle par ces systèmes d'apprentissage automatique doivent être absolument utilisés. Puis après, il y a 2 schémas, puis c'est terminé. Et ces 2 schémas sont d'une importance absolument majeure. À la limite, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ça. On part donc de l'hôpital. J'arrive à utiliser mon truc. Ah, c'est ça. Merci. On est dans l'hôpital, donc on est au niveau des soins. OK? On range les données dans notre DS local. Alors, pour ceux qui ont Consort, un outil qui est développé dans les centres, eh bien, ça sera dans Consort, mais ça peut être un autre outil. Et à partir de toutes les informations qui sont sur le DS, eh bien, il peut y avoir des outils, par exemple déjà des décisions, des outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour revenir aux soins dans une boucle fermée. On reste dans l'hôpital. Donc le DS, on le construit pas seulement pour des études multicentriques, avant tout et surtout pour un usage local. Et puis quand on a besoin de faire de la recherche multicentrique, en gros, eh bien, on recopie ces données par projet dans un système qui est identique à ce qu'il y a en local, qui permettent de faire des études multicentriques. Même modèle de données. Et quand c'est nécessaire, eh bien, on partage ces données avec le Health Data Hub parce que, voilà, c'est un projet qui a un intérêt de santé publique. Les données
ont un intérêt de santé publique, et donc il faut pouvoir les partager. Elles sont à ce moment-là anonymisées, on peut les apparier si nécessaire avec les données qui sont présentes au niveau du SNDS, et on voit bien que là, il y a une boucle qui est ouverte. Alors j'ai mis le HDH, mais ça pourrait être des projets européens, par exemple, dans lequel, là, les données sont éventuellement appariées, complètement anonymisées, et là, il est impossible de revenir au dossier. Lorsqu'on est dans la boucle fermée, on peut revenir au dossier. C'est même l'objectif, alors que là, non. Alors le projet OncoDS, je veux dire un mot, c'est le projet donc d'Unicancer, mais je pense que le schéma est le même pour les autres établissements qui construisent des EDS, c'est-à-dire qu'on part du système d'information hospitalier, on le met en place, on structure l'information avec des outils qui structurent automatiquement les données à partir des textes, et puis qui récupèrent les autres données qui sont déjà structurées. Elles sont souvent propriétaires, donc on les met dans un système qui est ouvert, qui permet l'interopérabilité pour les projets multicentriques. Donc il y a un système qui est soutenu par l'INCa, qui s'appelle Osiris RWD. Et puis pour pouvoir faire une boucle fermée, donc pour les techniciens, on utilise le système HL7Fire, en gros, qui permet de communiquer avec d'autres logiciels, d'autres systèmes. Et puis lorsqu'on veut faire des projets internationaux, et si tout le monde utilise le modèle HOMOP, eh bien on peut faire en sorte que les données soient compatibles avec HOMOP. Et donc un EDS idéal, oui c'est possible, à condition de partager la stratégie, de mutualiser les outils, les coûts. L'objectif c'est un EDS interopérable dans chaque hôpital, pour un usage local, c'est ça qui est indispensable, et puis quand c'est pour des projets multicentriques, pour des projets qui permettent l'interopérabilité, donc le partage de données. Je vous remercie de votre attention.